Je vais me présenter. Je suis Emmanuelle Jourdan-Chartier, je suis présidente de la section LDH de Lille, qui organise avec l'Observatoire des libertés associatives cette conférence, ce débat, on va dire. Donc, avant de laisser les invités se présenter les uns les autres, je voulais d'abord vous remercier de votre présence, de votre intérêt pour ce sujet extrêmement important des libertés associatives. Remercier l'École supérieure de journalisme de nous accueillir dans ce bel amphithéâtre et de nous faire profiter de ce lieu central et très agréable à Lille. Voilà, je vais peut-être vous laisser vous présenter, puis ensuite je ferai une brève introduction avant de passer la parole. Bonsoir, donc moi je suis. Je sais pas si on m'entend. Il faut peut-être appuyer. Ouais, appuyer, ouais. Non, j'ai arrêté ça. Vous m'entendez là? Et là? Non, toujours pas. Là, Ça marche. Je suis Anne-Sophie Saint-Père, je travaille pour Amnesty International France, mais ce soir je suis là au titre en tant que co-autrice de Comment l'État s'attaque à la liberté, que j'ai donc écrit avec Pierre Januel. Je suis passée. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Pierre Januel, je suis journaliste, plutôt journaliste parlementaire. Je suis du coup les lois qui arrivent, voilà, je suis les débats, je regarde les actualités et d'autres titres. C'est assez large. Je travaille pour vraiment plusieurs journaux. Et dans une vie antérieure, j'avais été collaborateur parlementaire. Donc comme je connaissais bien les rouages de la loi et Anne-Sophie connaissait bien le rouage du militantisme, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un état des lieux sur les libertés publiques en France aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a coécrit ce livre qui traite pas seulement des libertés associatives, on parle aussi par exemple des lois terroristes, on parle des manifestations, de la liberté d'expression. On parle vraiment de tout un tas de sujets, des fichiers. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a joint nos forces et c'est parce qu'on se connaît depuis presque longtemps. Ça veut dire qu'on est vraiment très jeune. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre, c'est pour ça qu'on est aussi heureux d'être devant vous ce soir. Bonsoir, Julien Talpin, je suis chercheur en sciences politiques au CNRS et rattaché au CERAPS, qui est le labo de Sciences Po, pas très loin d'ici, à la fac de droit et de sciences politiques à Moulins. Et je parlerai ici aussi avec ma casquette en fait, d'un des animateurs de cet observatoire des libertés associatives qu'on a créé à l'échelle nationale il y a quelques années. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure sur au fond, cette initiative qui rassemble à la fois des chercheurs et des fédérations d'associations à l'échelle nationale, y compris la LDH. Alors, on revient la charge de faire juste une brève introduction au nom de la Ligue des droits de l'homme. Avant de commencer, je suis désolée, j'ai oublié de remercier Politis, qui est partenaire également et qui est présent, et la chouette librairie qui nous a fait le plaisir d'ouvrir et qui vend pour ceux qui sont intéressés les ouvrages, l'un des ouvrages de Julien Talpin et l'ouvrage de Pierre Januel et Anne-Sophie Saint-Père. Alors, je vais être très bref parce que je pense que ce n'est pas tellement moi que vous avez envie d'entendre, mais beaucoup plus nos invités qui pourront vous éclairer beaucoup plus que moi. Je ne suis pas chercheuse, je ne suis pas juriste, je ne suis pas une spécialiste. Et c'est bien en militante et uniquement en militante que je vais faire cette introduction. Il me semble important de resituer la question qui nous préoccupe dans le cadre plus général d'un processus systématique de destruction de l'état de droit. C'est ce qu'a fait le président de la Ligue des droits de l'homme, Patrick Baudouin, dans son éditorial de la revue Droit et Liberté de juillet, qui est la revue de la Ligue des droits de l'homme. Et effectivement, législation d'exception, état d'urgence répété, nous nous accoutumons progressivement à une privation de liberté sous toutes ses formes. Ce contexte est aggravé par un désenchantement qui semble croissant, désenchantement d'autant plus compréhensible qu'aucune solution sérieuse n'est apportée aux difficultés sociales, à la précarité croissante. Il y a quelques jours, lundi, c'était la journée internationale du refus de la misère, et on est pourtant bien loin d'y arriver. On s'accoutume aussi à la banalisation des idées de l'extrême droite sur l'immigration, sur la sécurité, qui se poursuit inlassablement et qui est portée par des voies médiatiques et politiques toujours plus nombreuses et d'origine toujours plus variée. Donc les démocraties sont aujourd'hui d'abord menacées par des dérives en leur sein,
Certains émettent d'ailleurs directement, publiquement en France, des doutes sur la pertinence même du régime en tant que tel, et c'est d'autant plus grave dans un contexte européen où les atteintes graves à la démocratie, tout près au cœur de l'Europe, en Hongrie ou en Pologne, se multiplient. Pourtant, l'état de droit, ce n'est pas une notion abstraite, c'est le seul cadre qui permet l'exercice des droits fondamentaux, et ces droits fondamentaux, ils ne sont pas abstraits non plus, ils déterminent nos conditions concrètes de vie quotidienne. Le fondement de l'état de droit, il est très simple, hein, pour la militante que je suis, c'est le contrôle des citoyens sur l'État, et ça postule la séparation des pouvoirs, l'égalité devant la loi, l'indépendance de la justice, le droit au procès équitable et les libertés de la presse, d'expression, d'association. Or, ces principes, ils sont bafoués. Ils sont bafoués de multiples manières. D'abord par la rupture d'équilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif, les états d'urgence successifs, les limitations aux libertés d'association, aux libertés de circulation, de manifestation. Ça ne concerne pas que l'Europe de l'Est ou l'étranger. Le troisième rapport de la Commission européenne sur l'état de droit dans l'Union vise l'Italie, l'Espagne, mais aussi la France. Pour cette dernière, les critiques sont limitées, certes, mais particulièrement révélatrices, puisqu'elles portent en particulier, entre autres, sur les moyens alloués au système judiciaire, mais également sur la liberté d'information, sur la propriété des médias. Je ne prends que deux exemples. La France a accumulé un nombre impressionnant de lois comportant des limitations successives de liberté publique depuis 20 ans au moins. Alors, dans votre ouvrage, très intéressant, vous reprenez la liste des lois sécuritaires en annexe, c'est particulièrement édifiant. Et dans l'ensemble de ces législations, on va dire sécuritaires ou liberticides, il y a entre autres ces fameuses lois séparatisme. Alors cette loi séparatisme, elle nous a valu ici à Lille avec la section, mais également partout ailleurs en France, tant et tant de protestations, d'actions, d'heures à battre le pavé en vain. Je rappellerai juste que depuis 1901, la liberté d'association constitue l'un des piliers essentiels de ce qu'on pourrait appeler le pacte républicain et de l'état de droit. Elle a été conquise, elle a fait l'objet de 20 années de débats parlementaires âpres, menés notamment par Waldeck-Rousseau. Elle a construit un cadre législatif qui permet une relation de confiance entre les autorités publiques et des citoyens qui décident de s'organiser librement en association. Cette liberté d'association, elle s'adossait aux autres grandes libertés républicaines, conquises ou concédées à cette époque, liberté d'expression, d'opinion, de réunion, de manifestation, qui sont protégées par notre Constitution. Ce cadre construit a été gravement endommagé depuis plusieurs années, puisque nous sommes maintenant non plus dans une relation de confiance, mais dans une relation de suspicion, de défiance, de méfiance, de contrôle qui prévaut vis-à-vis des associations. Alors la fameuse loi confortant le respect des principes de la République, donc d'août 2021, elle s'est tout particulièrement incarnée dans le débat public autour du contrat d'engagement républicain. Bien entendu, ce contrat et ces points ne représentent pas les seules atteintes aux libertés associatives. On pense au harcèlement quotidien que vivent les militants associatifs qui viennent en aide aux migrants sur la côte toute proche d'ici. Mais cette loi et ce contrat d'engagement républicain sont en quelque sorte les outils, les moteurs, le cœur du réacteur, parce qu'ils modifient les règles de l'état de droit. Donc depuis le 1er janvier 2022, toutes les associations qui souhaitent bénéficier d'un soutien matériel ou financier d'une collectivité publique ou disposer d'un agrément qui leur permette d'accéder à l'action, au mode d'action, à l'éducation populaire, etc., doivent signer ce contrat qui les oblige et qui restreint leur liberté d'action. Le prétexte de cette législation, c'est le séparatisme et la menace terroriste islamiste. Le résultat, on est loin de ce qui a suscité la loi. Je ne vais prendre que deux exemples, très brièvement. En mars 2022, l'association départementale du planning familial a été interdite de manifestation publique à Chalon-sur-Saône. C'est le maire de la ville qui avait décidé d'interdire l'installation du stand de l'association sur la place de l'hôtel de ville parce que sur l'affiche de l'événement figurait parmi d'autres la silhouette d'une femme portant un foulard, portant un voile. C'est une lecture bien entendu très abusive de la loi, d'autant plus que la loi ne permet pas d'interdire des manifestations, mais de ne pas les subventionner, le cas échéant, ne pas de cette manière-là. Donc bien entendu, ça a été immédiatement démenti par le tribunal administratif puis par le Conseil d'État, mais ça a été quand même.
Et un exemple plus récent, mi-septembre, le préfet de la Vienne a sommé par courrier la ville et la métropole de Poitiers de retirer leurs subventions destinées à soutenir un village des alternatives organisé par une association alternative à Poitiers, qui est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. La motivation de cette décision, c'est qu'il y avait dans cet événement une formation à la désobéissance civile non violente. Or, l'argumentaire est de dire que ces désobéissances civiles non violentes seraient incompatibles avec le contrat d'engagement républicain. La désobéissance civile non violente, c'est la marche du sel en 1930, c'est Gandhi, Martin Luther King, Mandela, c'est le manifeste des 343 pour le droit à l'avortement. On pourrait multiplier les exemples. Dispenser une formation sur la désobéissance civile non violente reviendrait donc, selon le préfet, à sortir du champ républicain et justifierait de priver une association de ses moyens d'action. On voit là combien le contrat d'engagement républicain est dangereux parce que les termes utilisés sont flous. Séparatisme, obligation d'agir dans un esprit de civisme, c'est des concepts qui sont très faciles à instrumentaliser. Notez aussi dans cette dernière affaire de mi-septembre que l'interventionnisme du préfet met à mal l'autonomie des collectivités. Il y a aussi un effet, un double effet. Cette loi, elle a concentré toutes les critiques. Je rappellerai la critique de la défenseuse des droits, par exemple, du monde associatif, des partis politiques. Pourtant, elle s'applique. C'est avec un peu d'amertume que nous, section lilloise de la LDH, on a dû cliquer, valider, signer le contrat d'engagement républicain pour une demande de subvention auprès d'une collectivité il y a de cela 15 jours, 3 semaines. C'est un échec terrible pour nos associations, que ce dispositif qui, quelque part, ancre une forme d'arbitraire dans la légalité. Donc la question essentielle, c'est de savoir maintenant où nous en sommes de ce combat. Que peut-on faire? Que doit-on faire? Comment faire collectivement? Quel rôle joue l'Observatoire? Et donc de rappeler à la fois pourquoi, mais aussi comment nous pouvons et nous devons nous mobiliser. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la partie la plus optimiste parce que je vais évoquer justement comment les différentes atteintes aux libertés associatives, et je vais commencer par vous parler de la stratégie Al Capone contre le séparatisme. Alors, juste un retour en arrière, il y a presque un siècle à Chicago, pour inculper Al Capone, Eliot Ness avait soumis au juge Wilkinson 5000 violations de la loi au tribunal. Plutôt que de poursuivre le dirigeant mafieux pour ses innombrables crimes, à l'époque, le juge Wilkinson décida de l'inculper pour fraude fiscale et le condamna à 17 ans de prison, dont 11 ans ferme. Donc, maintenant, on arrive dans les années 2020 en France. La stratégie Al Capone contre le séparatisme islamique, c'est aujourd'hui une politique assumée par l'État. Il y a eu plusieurs articles. Et pour cette stratégie Al Capone, il y a un outil d'un dispositif que normalement vous ne connaissez pas parce qu'on en a assez peu parlé, c'est les CLIR. Les CLIR, c'est les cellules départementales de lutte contre l'islamisme et le repli identitaire. En gros, dans chaque préfecture, il y en a une centaine en France, on va regrouper l'ensemble des services de l'État. On va regrouper l'éducation nationale, on va regrouper les services fiscaux, on va regrouper l'URSSAF, l'emploi, la répression des fraudes, l'inspection du travail, les services de renseignement, et on va lister un certain nombre de cibles. Les CLIR, vous ne les trouverez pas dans la loi. On a eu, il y a bientôt 2 ans, de longs débats sur la loi séparatiste, et à aucun moment, j'ai suivi tous les débats, le gouvernement n'a parlé des CLIR. Les CLIR, ça relève d'une simple circulaire qui date du 27 novembre 2019 et qui a été mise à jour en janvier 2022. Dit, dans chaque département, il y a une CLIR, et il y a aussi une CLIR nationale qui apparemment se préoccupe plutôt des questions d'éducation pour l'instant. Le but des CLIR, il est multiple. D'abord, la CLIR, elle doit établir un diagnostic de l'état de l'islamisme et du repli communautaire dans le département. Mais ça sert aussi à partager des informations confidentielles. Le but de ces informations confidentielles, c'est d'engager des contrôles. Moi, je pensais au départ qu'il y avait quelques contrôles qui avaient été donnés, mais en fait, la politique, elle est assez massive, puisque, et là, les seuls chiffres qu'on a, en fait, c'est des différents dossiers de presse qui sortent de temps en temps,
Et il y a un dossier de presse justement qui est sorti la semaine dernière à l'occasion de l'anniversaire de la loi séparatisme et la venue de la ministre à Lille. Et donc les CLIR ont engagé en 2 ans et demi 26 614 opérations de contrôle, dont à peu près 2000 depuis janvier, entre janvier et août, qui ont conduit à 836 fermetures d'établissements ou de structures séparatistes, 55,9 millions d'euros saisis ou redressés, donc je pense que c'est plutôt le fisc, et 500 signalements à la justice. En gros, le but des CLIR, c'est de lutter contre le séparatisme islamique à travers le contrôle fiscal et le respect des normes d'hygiène et de sécurité des établissements. Donc on va viser des structures collectives avec une visée un peu, voilà, une visée politique. Bon, il y a d'abord un premier problème, c'est la notion même de séparatisme. Le terme séparatisme, pareil, il y a 3 ans, personne ne parlait de séparatisme. C'est un mot qui a été introduit assez tardivement dans le débat public. Alors, il faudrait faire toute l'historique de ce mot que moi j'ai pas fait forcément, mais ça vient, voilà, il y a eu des réseaux républicains qui ont beaucoup poussé, et il y a eu un discours d'Emmanuel Macron en février 2020, le discours sur le séparatisme islamique, où il y avait cette phrase du président. Le problème que nous avons, c'est quand, au nom d'une religion ou d'appartenance, on veut se séparer de la République, donc ne plus en respecter les lois. C'est ce moment-là où on introduit cette notion. Et j'en ai une définition un peu plus précise dans le fameux dossier de presse qu'on a reçu la semaine dernière, qui dit « Le séparatisme consiste à affaiblir, voire à détruire la communauté nationale en vue de remplacer celle-ci. » Le terme « remplacer » n'est peut-être pas anodin, par de nouvelles formes d'allégeance et d'identification en rupture avec la tradition démocratique et républicaine. Il s'appuie sur une démarche idéologique, politique ou politico-religieuse visant à couper l'individu citoyen de son cadre national. Il s'affirme comme la notion contre la nation, comme source d'identité collective en établissement des clôtures définitives entre les individus et les groupes. Le terme séparatisme, il est entré dans le débat public, à mon sens, pour moins parler de l'islamisme, parce que c'était le terme qu'on employait beaucoup, mais c'est un terme beaucoup plus diffus et beaucoup plus obscur. On ne sait pas trop, puisqu'on a sur la lutte contre le séparatisme, dans les discours de la majorité, des choses assez différentes qui vont du problème séparatiste posé par les mères voilées aux sorties scolaires. On a eu les rayons halal. On a eu aussi, bon, ça déborde de l'islam, mais au moment de la loi séparatisme, une ministre qui a beaucoup parlé, du problème qui aurait été posé par d'autres religions, notamment le protestant évangélique, qu'on a accusé de délivrer des certificats de virginité pour le mariage des jeunes femmes, voire des doctrines politiques. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à trop cibler ce que c'est le séparatisme, puisque la définition que j'ai donnée tout à l'heure, elle est quand même assez large pour recouvrir un certain nombre de comportements. C'est un terme assez large pour s'en prendre à l'islam, à l'islamisme, sans être accusé de penser qu'à ça, même si au fond, c'est quand même ce qui est visé, qui a été visé dans la loi pour la loi séparatiste, qui est devenue la loi pour les engagements républicains. Le problème, c'est que je vous ai parlé de stratégie d'Al Capone, l'outil de Chicago, pour le coup, c'était une structure claire, définie, avec une hiérarchie, et le concept de mafia, il n'était pas du tout fou. Le gouvernement a été longtemps discret sur le thème. Comme je vous dis, j'ai vraiment suivi tous les débats parlementaires, et on n'en a absolument pas parlé pendant les débats. Et en fin d'année dernière, au moment du reportage de Zone Interdite qui évoquait notamment la ville de Roubaix, on a commencé à en parler. On a eu aussi un long article dans Le Monde, on a eu un article dans l'Express, et on a eu le dossier de presse de la semaine dernière. C'est à peu près les 4 seules références à ces CLIR et à cette stratégie. L'article de l'Express que j'évoque, c'était peut-être le plus intéressant, puisqu'il assumait ouvertement cette stratégie Al Capone et de lutter contre le soft power islamiste, qu'il appelait le soft power islamiste. Comme le résumé un conseiller de l'exécutif, je pense que c'est le conseiller Claude Dussel qui a dû souffler la phrase, on embête ceux qui nous embêtent. Ça pose quand même un problème de détournement de droit, c'est-à-dire que nos outils de lutte contre la fraude fiscale, qui ont été utilisés, ils pensaient contre les fraudeurs fiscaux, ils n'ont pas été pensés comme telle ou telle doctrine, et dans l'histoire de la France, on a eu plusieurs ennemis identifiés par l'État, on a rarement utilisé toutes ces armes. Et on l'a rarement théorisé, on l'a rarement aussi comme ça fait une circulaire pour dire qu'on
on a utilisé le droit fiscal et le droit de la concurrence à ces fins. C'est, comme je vous dis, on a déjà détourné un certain nombre d'outils de droit. Hein. On a fermé des mosquées avec des dispositifs prévus pour d'autres fins dans la loi d'état d'urgence. Mais cette stratégie Al Capone, elle permet vraiment d'élargir la palette des outils de contrôle disponibles, puisque c'est l'inspection du travail, c'est le fisc, la DGCCRF, et c'est aussi, on élargit les leviers. C'est-à-dire qu'on va cibler une personne rarement en tant que telle, c'est-à-dire on va rarement faire un contrôle fiscal sur elle, on va faire des contrôles autour de son association, on va faire des contrôles autour de son entreprise. Voilà, on élargit et on essaie de. Souvent, c'est des outils qui visent des outils collectifs, dont les associations. Cette stratégie, pour moi, elle a 3 limites. D'abord, embêter un adversaire à coup de redressement fiscal, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen de lutter contre une idéologie extrémiste. L'islamisme radical ou d'autres doctrines politiques, ça s'appuie sur de nombreux ressorts. En gros, avec la stratégie Al Capone, par exemple, à Roubaix, on va fermer un restaurant. Après, il y a eu un reportage dans Zone Interdite sur un restaurant qui était accusé de faire des box où les familles pouvaient se séparer. Et le surlendemain du reportage, on a lancé des contrôles d'hygiène et sécurité. Donc on a fermé le restaurant, on a fermé des boucheries, on a fermé des associations, voilà. Mais je suis pas sûr que c'est un coup de tracasserie administrative qu'on gagne une victoire culturelle. En fait, je pense que c'est même l'inverse. Le problème aussi, c'est, je vous ai cité le chiffre du nombre de contrôles, c'est lorsqu'on est à 26 000 opérations de contrôle, on déborde très largement de quelques adversaires qui seraient précis et identifiés. On a même un problème puisque ces 25 000 opérations de contrôle, ça relève de la politique du chiffre qui est donnée au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on a un retour de la politique du chiffre avec le retour du Darmanin, avec le nombre d'étrangers expulsés, avec le nombre d'interprétations à faire, et dans les indicateurs qui sont suivis de près par le ministre, il y avait le nombre de contrôles clés. Lorsqu'on impose à une administration des quotas de résultats mensuels à faire pour telle ou telle politique, on est à peu près certain qu'on aura du débordement et plus d'importance. C'est-à-dire qu'on va multiplier les opérations de contrôle, non pas parce qu'elles sont nécessaires, mais parce qu'il faut répondre aux objectifs chiffrés de la place de l'eau, et parce que le préfet dépend aussi du nombre de ce qu'il donne comme résultat aux objectifs qu'on lui a donnés. Autre point, la personne contrôlée n'a pas de moyens de recours. Bien sûr, si vous avez un redressement fiscal, vous pouvez contester votre redressement fiscal, vous pouvez contester votre redressement sur une norme d'hygiène, mais on ne saura jamais pourquoi il y a ce contrôle, on ne saura jamais d'où vient ce signalement et qu'est-ce qu'il donne. C'est-à-dire que normalement, y compris par exemple quand vous avez des mesures administratives qui vous concernent assis sur l'état d'urgence, ben vous avez un dossier, vous avez éventuellement quelques blanches, mais voilà, vous pouvez contester la source du contrôle et les choses qu'on a établies là où vous ne le saurez jamais. C'est-à-dire que comme il n'y a pas un encadrement, comme ce n'est pas prévu par la loi, comme tout est basé sur une circulaire et sur un échange d'informations entre services, vous ne savez pas d'où vient ce signalement, d'où vient ce contrôle. Et je pense que c'est assez compliqué et c'est assez problématique parce qu'encore une fois, je pense que les agents du fisc ont suffisamment à faire pour lutter contre la fraude fiscale plutôt qu'on leur démultiplie les objectifs qui ne sont pas des objectifs stratégiques. Il y a eu assez peu de voix qui se sont levées contre ces contrôles massifs. Dans mes recherches, j'ai retrouvé un tract de la CGT, de l'inspection du travail, qui s'insurgeait contre l'instrumentalisation des missions de l'inspection du travail dans le cadre des CLIR, et qui rappelait d'ailleurs que depuis 1964, normalement, le préfet n'avait pas compétence pour enjoindre au service de l'inspection du travail d'effectuer tel ou tel contrôle. Les agents de l'inspection du travail, normalement, ils le font en fonction de leurs propres informations et de leur propre volonté, ils n'obéissent pas au préfet. La mesure des CLIR, puisque dans les CLIR de l'objet, il y a l'islamisme radical, si ça se dit pour l'instant sur l'islamisme, mais rien n'empêche qu'on l'étende pour autre chose, puisque ça relève d'une instance circulaire. Et d'ailleurs, comme le disait une source gouvernementale dans l'Express, alors quand il y a une source gouvernementale dans un journal, c'est le ministre lui-même qui l'a dit, mais qui ne veut pas qu'on sache que c'est lui qui l'a dit. Donc il ne veut pas totalement assumer, donc c'est pour ça qu'on utilise une source gouvernementale. Donc, souvent, lorsqu'on dit dans un article un proche de telle personne, normalement c'est telle personne qui l'a dit elle-même.
PNM, il y a des débats avec ça chez lui. Bon, je sais, je suis juriste. Et la source gouvernementale en question disait « Nous ne nous interdisons évidemment pas d'utiliser contre l'ultra-gauche et l'ultra-droite. » C'est un effet d'adulte qui est assez courant, on crée un contrôle, on dit que c'est pour l'immigration, on dit que c'est pour le terrorisme, normalement on dit que d'abord c'est pour le terrorisme, puis on étend de manière générale pour l'immigration, puis on étend à d'autres sphères. Voilà, on est assez bien documenté dans d'autres sphères dans notre ouvrage, voilà, cet effet d'adulte. Les CLIR, pour moi, c'est un outil qui vise notamment les associations, puisqu'on met le contrôle et parce que c'est les sphères les plus identifiées. On a, par exemple, en partie cette injustice, il y a un article qui est paru il y a une dizaine de jours dans le Mediapart sur une école à contrat, qui existait à Paris et qui, globalement, s'est fait fermer à cause du non-respect de certaines normes. C'est une école majoritairement musulmane, voilà, et qui s'est fait fermer. Vraisemblablement suite à un contrôle CLIR, parce qu'elle ne respectait pas toutes les normes de sécurité, notamment sur l'issue de secours. Bon, elle s'est fait virer de ces lieux, mais le nouveau locataire, c'est aussi une école à contrat, qui n'est pas du tout aussi une école de formation, qui ne respecte pas plus ces normes d'hygiène et de sécurité, mais elle, on ne peut pas demander de faire. Donc il y a quand même une injustice assez forte. Et encore une fois, c'est vraiment de la tracasserie administrative qu'on met sur certaines personnes à qui on n'a rien d'autre reproché, parce qu'il y a un nombre de délits qui existent dans le code pénal qui est suffisamment fort pour dire que s'il y avait un véritable problème, on pourrait poursuivre ces personnes. Dans la loi séparatisme, il y a eu ce outil qui a été cité, qui est le contrat d'engagement républicain. Moi, j'ai eu beaucoup de soucis en filant le débat, à savoir qui s'agissait. On n'a pas de chiffres sur les associations qui seraient considérées comme séparatistes, y compris dans l'étude d'impact. Le seul chiffre qu'on avait, c'était sur les fédérations sportives, sur les associations sportives. Dans l'étude d'impact, le ministère des Sports comptabilisait fin 2020 127 associations sportives comme ayant une relation avec la mouvance séparatiste, dont seulement 23 islamistes. D'ailleurs, 127 associations, dont 23 islamistes. Je rappelle qu'il y a 380 000 associations sportives en France. Donc on est autour de, j'ai fait le calcul, 0,06% du total. Donc on a fait un projet de loi en ciblant les associations sans savoir vraiment lesquelles. Alors le principe du contrat d'engagement républicain, c'est il y a 1,5 million d'associations en France, il y en a 60% environ qui touchent des subventions, essentiellement des associations communales. L'association signe un contrat d'engagement républicain avec, au moment où on percevra la subvention, ce qui permet à l'État de, s'il y a un problème, de s'interposer entre l'association et la collectivité en disant non, vous êtes obligé de rendre la subvention à la collectivité. Et ça marche aussi avec les aides en nature. C'est-à-dire si vous avez une convention, par exemple un prêt de salle, on peut contraindre l'association à signer un contrat d'engagement et ensuite lui demander le remboursement de si elle s'avérait séparatiste. Alors le problème du contrat d'engagement républicain, il est prévu par la loi, mais les engagements en tant que tels, ils ne sont pas dans la loi. Ça relève du décret et les premiers à en parler, c'était un article exclusif dans le journal du dimanche, avec une longue interview comme Chiappa. Depuis, il y a eu un décret qui est sorti le 31 décembre 2021 avec des engagements qui sont pour le coup assez forts. Par exemple, il y a ne pas inciter à une action susceptible d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, ou par exemple ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant ses relations avec la collectivité publique. C'est des choses assez larges, sachant que l'association est quand même assez libre et qu'on a tout un tas d'associations, y compris subventionnées, qui sont d'abord à visée communautaire et qui reçoivent de l'aide pour organiser leur repas, pour ci, pour ça. Donc on est sur des choses assez larges. Par exemple, sur actions susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, voilà, est-ce que ça peut viser des militants? Il y a des militants qui sont fortement, ça, Anne-Sophie reviendra, fortement pénalisés dans leur action, comme celle de Kérou, ou comme des associations d'aide aux migrants. On a, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que on va viser les associations qui auraient organisé une manifestation devant une centrale nucléaire ou un abattoir? On a, est-ce que, par exemple, il y a un truc de ne pas respecter le drapeau tricolore et national, on subventionne plein de groupes régionalistes.
Les associations devront s'abstenir de toute différence de traitement injustifié et seront responsables des agissements de leurs dirigeants et de leurs membres. Voilà. On ne sait pas trop comment ces dispositions seront interprétées dans 5 ou 10 ans. Et d'ailleurs, interrogé, puisque les députés ont interrogé la ministre, et elle a donné aucun exemple d'association, puisque globalement, c'est rare. Les amicales salafistes reçoivent rarement des subventions, même d'une collectivité locale. On est vraiment dans cette tension entre le collectif et l'individuel, où on va reprocher à une association d'être dirigée ou d'avoir comme membre telle ou telle personne. Et les renseignements, voilà, et le concept même de dire où on met tout le monde autour de la table, ça encourage vraiment ces on dit que et ces bruits et cette notion un peu de fausse collective. Alors, ça a été évoqué sur le fait que la première application du contrat d'engagement républicain, ça a été sur l'association Alternativa. Il y avait une subvention de 10 000 € de la ville de Poitiers et de 5 000 € de l'agglo du Grand Poitiers, qui ont donné à Alternativa. Alternativa, c'est un village associatif, et on leur a dit que leur formation en action de désobéissance civile était incompatible, puisqu'elles incitaient au refus assumé et public de respecter les lois et les règlements. L'État a même annoncé que la ville de Poitiers a maintenu sa subvention, et l'État a déjà annoncé que le préfet saisira le tribunal administratif. Si ça visait Alternativa, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'Alternativa, on est typique dans un collectif associatif. Alternativa, ça regroupe vraiment beaucoup de monde, donc ça regroupe des associations très banalisées ou très impliquées dans la société, qui sont subventionnées, qui sont très respectueuses des droits, et des structures plus mouvementistes. Vous avez exactement la même chose, par exemple, dans les collectifs inter-LGBT, où vous avez des associations qui sont très institutionnalisées, et c'est très bien l'info, et d'autres associations qui sont nettement plus radicales. Vous avez la même chose sur les plateformes logement, où vous avez, je ne pense pas que le droit au logement, l'association droit au logement reçoit des subventions, mais elle peut participer à des collectifs où il y a des associations moins radicales et où l'échange est nécessaire. Et donc c'est pas pour rien, je pense, que ça vise Alternativa, puisque ça vise véritablement son regroupement. Dans cette loi séparatisme, il y avait une dernière disposition, c'est sur la dissolution administrative. La dissolution d'une association, en France, est une procédure lourde. Elle a été utilisée 126 fois depuis 1936. Le gouvernement a décidé depuis 2 ans, et on a eu l'exemple notamment avec le CCIF, de l'utiliser beaucoup plus. Il a dissous l'association CCIF, pour le coup, une discussion qui, à mon sens, est très contestable, puisque c'était une association essentiellement de soutien juridique. Le droit français permettait déjà pas mal de dissolutions, puisque la dissolution du CCIF a été validée par le Conseil d'État. Dans cette loi, il a voulu aller plus loin et faciliter encore la dissolution. Il a notamment voulu mettre dans la loi qu'on pouvait fermer une organisation sur la base des agissements de ses membres, même en dehors de l'association. Il a aussi validé sur le fait qu'une modération insuffisante des réseaux sociaux valait soutien de l'association messagerie. Alors, pour rigoler, je m'étais amusé à chercher quelques messages fascistes sur le post, sur le profil Facebook de Gérald Darmanin, et j'en ai trouvé. Et pourtant, je n'avais pas cette dissolution. Il y a aussi, est-ce qu'on peut sanctionner une association pour savoir si elle contribue à la discrimination, au point même que certains ont demandé la dissolution de telle association parce qu'elle avait fait des réunions non mixtes. Et encore une fois, tous les responsables associatifs ne peuvent pas contrôler l'action de tout leur membre, et encore moins parfois de tout ce qui est publié en commentaire sur leur profil Facebook. Alors, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est une autorité indépendante qui regroupe de nombreux acteurs associatifs, s'était inquiété du texte. Il y avait un député LR qui avait relayé ses préoccupations, c'était le député Patrick Hetzel. La réponse de Gérald Darmanin fut: la prochaine fois, vous devriez citer la défenseur des droits, vous cogitez. Et c'était sa seule réponse à ce point. Moi, je trouve la question assez inquiétante, et on va continuer ce débat, mais voilà, je pense que la question de la liberté associative, c'est pas une petite liberté, et qu'elle mériterait parfois d'être portée plus fortement par le gouvernement. Merci. Alors,
morale, puisque après la présentation de Pierre sur les attaques contre les organisations contre le collectif, je vais vous dire quelques mots assez rapidement des attaques contre les militants et les membres des associations et les activistes de manière un peu plus générale. Ce sont des attaques, ça remonte à bien avant la loi séparatisme. Il n'y a pas eu un moment de bascule sur les attaques contre la société civile, mais plutôt une accumulation de pratiques qu'on constate en France et à l'étranger. C'est quelque chose aussi qu'on voit, y compris dans d'autres pays très proches, avec toujours un peu les mêmes caractéristiques qu'on avait documentées dans le livre et que Pierre a un peu évoqué. C'est toujours sur la base de textes, de notions assez floues. Qu'est-ce que le cadre de la tradition républicaine? Est-ce que c'est de tradition républicaine qu'être capitaliste et donc le fait que les anticapitalistes en sortiraient? Qu'est-ce que l'ordre public même? C'est quelque chose qu'on peut questionner. Il y a des définitions de droit international, mais ça peut être interprété de manière assez large. Autre caractéristique au-delà de ce flou, c'est la concentration du pouvoir dans les mains de l'administration, du préfet, de l'exécutif, qui prive de garanties judiciaires ou qui ne fait intervenir les garanties judiciaires qu'à posteriori. On est d'abord sanctionné, éventuellement on peut contester après, mais ça rend la contestation plus difficile et ça rend les actions plus compliquées. Autre caractéristique qu'on retrouve très bien dans la loi séparatisme, puisque c'était annoncé comme une loi de lutte contre l'islamisme et qu'elle s'applique maintenant à plein d'autres associations, c'est le détournement de l'objet qui était annoncé ou médiatiquement annoncé au départ. Et ça fait très longtemps que ça s'applique. On peut penser par exemple à la loi renseignement de 2015. Donc évidemment, quand on met une loi sur le renseignement, c'est plutôt pour nous protéger contre des actions terroristes ou on va dire de la grande criminalité. Mais on peut aussi des personnes sous surveillance pour des questions pour des risques de violence collective. Et d'ailleurs, pendant la période des Gilets jaunes, il y a eu beaucoup d'augmentation de personnes surveillées pour ce motif-là. Puis on peut aussi être surveillé quand on porte atteinte aux intérêts économiques de la nation. Et là encore, on peut se poser la question de certaines formes d'activisme qui contestent les systèmes économiques actuels. On peut aussi penser d'ailleurs à la période de l'état d'urgence, en 2015, où très clairement au départ l'objectif c'était de réagir à des attentats meurtriers. Mais dès fin 2015, ça a été appliqué à des militants écologistes qui ont pu être assignés à résidence, interdits de paraître dans certains endroits, et puis ensuite ça a été aussi appliqué à des personnes qui voulaient contester la loi travail en 2016. Donc voilà, des dispositions qui sont floues, qui donnent beaucoup plus de pouvoir à l'exécutif, et qui ne sont pas toujours annoncées comme des mesures visant à entraver la liberté d'expression, parce que c'est pas terrible de l'annoncer de cette manière-là, mais qui finissent par s'appliquer à des associations et à des activistes. Alors comment on s'attaque aux militants? Trois grandes catégories. Il y a tout ce qui relève de la criminalisation, c'est trois grandes catégories artificielles que je viens de créer. C'est donc tout ce qui relève de la criminalisation, les violences policières, et puis j'ai mis un peu à part la question des amendes, parce que c'est un enjeu qui se développe de plus en plus, des remontées de terrain qu'on a. Alors sur la criminalisation, ça va être les poursuites, tentatives de poursuite contre des militants. Et là on retrouve encore cette logique de détournement de délits qui n'avaient pas été créés contre la liberté d'expression ou contre les manifestations à l'origine, mais qui se retrouvent utilisés pour ça. On peut penser par exemple au délit d'entrave à la circulation. Alors le délit d'entrave à la circulation, il n'est pas insensé, au départ ça peut poser problème d'entraver la circulation. Reste que quand on manifeste, on va entraver la circulation et c'est une entrave qui doit être tolérée. Toutes les institutions internationales, l'OSCE, le Conseil de l'Europe, la CEDH reconnaissent que pour permettre l'exercice du droit de manifester, une certaine entrave à la circulation doit être tolérée. Mais on a des militants qui aujourd'hui sont poursuivis sur la base de ce délit. Alors j'ai pris un exemple qui peut vous concerner, puisque c'était une militante de la LDH, Camille Allu, qui en 2019 et 2020 a fait l'objet de multiples poursuites pour son activité dans les observatoires des libertés publiques. Donc elle venait là observer elle venait en manifestation avec le gilet de la LDH pour observer les pratiques policières. Et elle a été poursuivie sur de multiples bases, dont l'entrave à la circulation. C'était
une manifestation où elle était quand même plusieurs centaines de personnes, hein, mais elle-même a été spécifiquement, pas la centaine de personnes, interpellée, placée en garde à vue et poursuivie. Elle a fini par être relaxée, reste que ce sont des coûts de procédure, des procès, ça n'a pas été le seul dans son cas. Pourquoi une seule militante de la LDH dans une manifestation est sortie de là et poursuivie pour entrave à la circulation? La question mérite d'être posée. Voilà. Sur les détournements des délits, il y en a plein d'autres. On peut même penser, le délit de groupement au vu de la préparation de violence qui a été largement utilisé dans les manifestations, parce qu'il permettait de faire passer les gens en comparution immédiate. C'est un délit qui avait été proposé en 2010 pour, à l'époque, permettre de lutter contre les violences dans les banlieues, les violences en groupe dans les banlieues. Et très rapidement, il a été utilisé contre des manifestants. Et très rapidement, il a été utilisé dans des manifestations organisées par différentes associations. Donc voilà, des délits qui ne visaient pas à l'origine à entraver la liberté d'expression, mais qui ont été utilisés comme tels. Après, il y a aussi des délits qui sont utilisés de manière spécifique contre la création de délits spécifiques contre les actions militantes. Alors ça va plutôt viser les actions de désobéissance civile. On va dire les désobéissances civiles, c'est désobéir à la loi, c'est normal que ce soit sanctionné. Il y a quand même un rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de réunion et d'association de juillet 2021 qui rappelle à quel point les désobéissances civiles, c'est une modalité du droit de manifester et à quel point c'est essentiel dans un contexte de crise climatique où les actions de la société civile sont clés pour faire avancer le débat. Donc au niveau des institutions internationales, la désobéissance civile, c'est reconnu comme une modalité de liberté d'expression. Au niveau des débats parlementaires aujourd'hui, c'est beaucoup plus présenté comme une modalité de violation de la loi et contre laquelle il faudrait créer de nouveaux délits. Donc on peut citer par exemple le fait que je vois sur les transports soit apparu un délit sur les intrusions dans les aéroports pour pouvoir mieux sanctionner ce type d'intrusion que certains militants écologistes avaient commencé à pratiquer pour dénoncer l'impact climatique des avions. Il y a eu aussi alors la création de la cellule Déméter qui a ensuite été sanctionnée par le Conseil d'État, mais qui visait à s'attaquer à toutes les atteintes, les intrusions sur les propriétés agricoles. C'était clairement des choses qui visaient le 114, la Confédération paysanne, donc des activistes contre l'agrobusiness, contre l'industrialisation de l'exploitation animale. Alors ça a été censuré, mais il y a sans cesse des amendements qui reviennent. Récemment, il y en a eu un qui a été rejeté qui visait à priver les déductions fiscales des dons aux associations dont les membres pouvaient se livrer à ce type de pratique d'intrusion dans le domaine agricole. Donc voilà, il y a sans cesse de nouveaux délits qui reviennent et quand on creuse un peu, on voit, pas forcément beaucoup d'ailleurs, on voit qu'ils visent spécifiquement des actions militantes. C'est assez vite fait de les identifier quand on les trouve. Ce qui est compliqué, c'est que ce sont de multiples amendements qui arrivent dans différentes lois, que ce soit pour une loi de finances ou une loi sur les transports. Donc voilà, en tout cas, il y a certains députés qui continuent à les remettre au goût du jour. Cette criminalisation, elle s'accompagne aussi d'une augmentation des sanctions et des pressions. Sur les pressions, alors là, très récemment, on a vu qu'il y avait des syndicalistes RTE qui avaient été convoqués à la DGSI pour participation à des grèves. Sur l'augmentation des sanctions, ça s'est senti assez fort, notamment sur les actions de désobéissance civile de Greenpeace, où pour la première fois, il y a eu des condamnations à la prison ferme pour des intrusions sur une centrale nucléaire. L'objectif n'était évidemment pas de commettre un attentat, mais de dénoncer l'insécurité autour des centrales nucléaires. Alors ces peines de prison ferme ont été commuées en des fortes amendes mais ça reste des amendes qui sont très lourdes, qui visent l'organisation comme les activistes. Et par ailleurs, pour la première fois, un salarié de l'association a été condamné à titre personnel pour complicité dans ces actions. Donc il y a aussi un renforcement des sanctions contre les activistes et contre les associations. Autre moyen d'attaquer les militants, alors je vais passer beaucoup plus vite, mais c'est la question des violences policières qui ont largement été documentées contre les manifestants, qui quelque part
pu être un peu moins dur contre, on va dire, les actions de blocage, etc. Reste que il y a eu beaucoup d'actions de la police qui étaient parfaitement illégales, y compris sur des actions militantes organisées par des associations. On peut penser au gazage des militants sur le pont de Sully, pour qui on a envoyé des lacrymogènes alors qu'ils ne présentaient aucun danger, qui se contentaient d'entraver pacifiquement la circulation. Et ce type d'usage de la force contrevient complètement aux règles internationales sur l'usage des gaz lacrymogènes, qui ne devrait être utilisé que dans des cas de violence généralisée quand d'autres moyens ne fonctionnent pas. Là, on avait des personnes qui étaient assises en travers d'un pont, donc ça ne justifiait absolument pas ce type de pratique. Évidemment, ensuite il y a les manifestations en général et le maintien de l'ordre en France qui est contestable à plein d'égards, à la fois parce que des armes susceptibles de mutiler sont utilisées, donc ça peut tout à fait décourager les personnes de venir manifester, et par ailleurs parce qu'il y a plutôt une stratégie d'escalade de violence de la part des forces de l'ordre qui apparaissent comme non identifiables, extrêmement protégés au point de porter des casques de moto, de créer une forme de distance et de peur auprès de la foule, des charges sur des cortèges qui sont parfaitement pacifiques. On l'a encore vu hier sur la marche à Paris où le cortège FSU a été chargé à plusieurs reprises. Donc FSU, c'est pas non plus... ils étaient plus... Enfin, moi j'étais juste derrière, c'était très calme et on ne comprend pas bien l'objectif de ce type de charge. Il y a un dernier point qui entrave l'action des militants et qui remonte beaucoup sur le terrain, c'est la question de l'utilisation des amendes, qui manifestement s'est beaucoup développée ces derniers temps. Alors Pierre l'a évoqué, mais il y a les amendes pour les aidants et les personnes qui travaillent, qui essaient de porter de l'assistance aux migrants à Calais. Ça va être sur différents motifs, ça a été beaucoup pendant le confinement. À la période du confinement, il y a eu beaucoup d'amendes pour sortie illégale, alors qu'en fait c'était pour l'aide à la personne. Ça permet aussi à l'État de choisir qui vont sanctionner. Moi j'étais bénévole pour une association à Paris où on faisait aussi des maraudes, on n'a pas eu d'amende. Manifestement à Calais il y en a eu beaucoup plus. Il y en a eu aussi à Montreuil, il y avait des distributions de repas solidaires. Donc voilà, il y a ces amendes pour ce type d'action de solidarité. Et puis il va y avoir les amendes pour manifestations illégales, c'est des organisations comme Attaque, Greenpeace, peut-être la LDH, on l'a déjà eu aussi. Ça a commencé avec la période du confinement, puis au-delà. Et puis après, on a des syndicalistes qui nous rappellent, qui nous contactent parce qu'ils reçoivent des amendes dès qu'ils sortent manifester. Et puis même au-delà, c'est-à-dire que ça va être des amendes, la voiture va particulièrement, tous recevoir des PV de stationnement de manière extrêmement ciblée. Donc là, on est vraiment sur du détournement de procédure. Ce qui est compliqué avec les amendes, c'est que c'est 135 €, donc c'est coûteux, mais ça va être encore plus coûteux à contester. Parce que pour un avocat, le tribunal de police, on n'est pas sûr de gagner, si ça va coûter encore plus cher. Donc on est assez vite tenté de laisser tomber et de payer ces amendes. Et c'est pour ça que ce type d'entrave aux actions est inquiétant, parce qu'en fait ça peut marcher, puisque les gens vont être découragés. Et puisque j'en suis sur les amendes d'ailleurs, pour parler des prochains risques, vraiment il faut avoir une vigilance sur tout ce qui passe à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et en ce moment il y a un débat sur la LOPI, la nouvelle loi de programmation du ministère de l'Intérieur, l'article 14. Veut étendre le champ des amendes forfaitaires délictuelles. Alors les amendes forfaitaires délictuelles, ça permet pour certains délits, plutôt que d'engager des procédures judiciaires, ça permet à l'agent de police sur place directement verbaliser. Donc il n'y a plus la procédure contradictoire, il n'y a plus de procès, mais c'est à l'appréciation du policier quand le délit est évident. C'est quelque chose qui est... Encore une fois, c'est pas quelque chose qui visait les associations ou les militants au départ. L'amende forfaitaire délictuelle, au départ, c'était plutôt quelque chose pour la lutte contre la drogue, les stupes, c'était plus simple. On libérait les juges de pas mal de procédures en distribuant des amendes. Malheureusement, ça a été fait de manière extrêmement discriminatoire, parce qu'elle visait plutôt quand même beaucoup plus les hommes et très probablement beaucoup plus les hommes racisés que
par rapport au profil des consommateurs de droits intellectuels. C'était déjà problématique au départ. Puis là, l'idée, c'est de l'étendre à toute une série de délits. Alors, au départ, le gouvernement voulait étendre à souvent tous les délits qui étaient punis jusqu'à 1 an de prison, parce qu'en fait beaucoup trop, entre 1400 de mémoire. Le Sénat a très largement resserré cette liste, mais si vous vous inquiétez des libertés associatives et des libertés des activistes, notez que dans cette liste, il reste les dégradations matérielles légères, type graffiti, tag, les entraves à la circulation, y compris la circulation des trains, et les intrusions non autorisées dans les établissements scolaires. Moi, je pense que ces 3 types de délits pourraient être appliqués à une partie des actions militantes. Donc, sachez que là, la loi est bien passée au Sénat, elle va passer à l'Assemblée nationale, et qu'une fois que ce sera validé, ce type d'action militante pourra faire l'objet d'amendes forfaitaires délictuelles. Encore une fois, ça pourrait être contesté, mais ça va être un problème parce que ça prive les activistes de procès. Le procès, ça peut aussi être une tribune. Il y en a d'ailleurs une partie des organisations qui utilisent les procès pour faire part de leurs inquiétudes sur l'urgence climatique, etc. Plus on donne la procédure à la police de manière sur une amende qui va être donnée dans la rue, plus on coupe cette possibilité-là, tout en sanctionnant, en tapant dans le portefeuille des activistes ou des associations quand ils les soutiennent. Donc voilà, je réfléchissais quand vous faire parler à que faire, parce que c'est vraiment dommage de ne parler que de ce qui ne va pas. Donc il y a quand même plusieurs stratégies. Enfin, si c'est possible, il faut contester systématiquement tout ce qui est possible de contester. Il reste quand même en France un certain nombre de garanties, des garanties judiciaires. J'en parlais, Camille Alu a été relaxée de toutes les poursuites dont elle a fait l'objet. Quand plusieurs parlementaires voulaient dissoudre le syndicat Sud Éducation à cause de leur réunion en non-mixité, ça a été refusé par le tribunal administratif. Donc, si les organisations ont les moyens, contester systématiquement permet aussi de créer une jurisprudence protectrice. Il faut aussi surveiller les lois, parce que c'est encore une fois la création de nouveaux délits, le renforcement de certaines sanctions, tout ça, ça passe dans les amendements, dans les projets de loi du gouvernement, pas forcément celles où on les attend, et que certaines mobilisations de grosses associations, d'organisations qui ont du poids, peut quand même alerter les parlementaires qui ne seraient pas forcément attentifs à tout ce qui est voté. Et tout ça va impliquer d'allouer des moyens à la lutte pour les libertés associatives, parce que contester ou faire une législative fine et ensuite du plaidoyer pour que ça ne passe pas, ça demande des moyens. C'est une vraie difficulté, parce que la plupart des associations n'ont pas comme objectif de base la lutte pour les libertés associatives, et qu'en fait, il y en a plein qui se mobilisent avant tout pour le climat ou pour le droit des personnes migrantes, et qui n'ont pas forcément de temps, de moyens à allouer à défendre l'espace de la société civile. Reste que ça devient absolument essentiel, parce que cet espace, il se réduit. Il ne se réduit pas qu'en France. En ce moment, il y a une loi assez terrifiante qui est en train d'être votée au Royaume-Uni, qui va très largement limiter le droit de manifester. Mais alors qu'on est dans une crise climatique extrêmement grave, et dans une crise sociale assez dure, il va être clé de préserver ces espaces d'expression des associations, des militants. Et je vais sur ce laisser la parole de manière tout à fait pour parler de... Je vois qu'il finit son intervention. Pour parler de comment les associations s'organisent face à ces attentes aux libertés. Bonsoir, effectivement, je pense que ça va bien s'enchaîner. Alors, très heureux en fait d'avoir l'occasion d'échanger avec Anne-Sophie et Pierre, puis avec vous également ce soir autour de ces questions. En fait, quand votre livre est sorti, en fait, je m'étais bien dit qu'il y avait des convergences avec le travail qu'on menait au sein de l'Observatoire, et tout ce que vous venez de raconter le confirme, même si je vais essayer de ne pas être trop répétitif dans mon propos, et puis d'être assez court par ailleurs. Et donc un grand merci à la LDH et à Politis encore d'avoir permis l'organisation de cette soirée. Donc je voudrais intervenir en 3 points. 1, revenir sur l'avant-loi séparatiste et l'état des libertés associatives avant la loi. 2, sur ce que change
cette loi en matière de liberté associative, et puis 3, finir sur le que faire, et on verra qu'il y a des résonances là aussi avec ce que disait Anne-Sophie à l'instant. Alors si on a décidé de créer en 2019 un observatoire des libertés associatives et une coalition assez large d'associations à l'échelle nationale sur ces questions, donc qui rassemble notamment la LDH, France Nature Environnement, la coordination Passe en nous, la CIMAD sur les questions de migrants, on en a parlé, ATTAC et d'autres associations plus localisées, c'est que le secteur associatif sentait depuis plusieurs années déjà un durcissement des relations avec l'État, avant même donc la loi séparatisme. On publie donc un premier rapport avec cet observatoire en fin 2020, avec notamment, on a co-rédigé avec Antonio Delfini, que je salue ici présent, et donc rapport qui documente assez systématiquement en fait, les entraves institutionnelles à l'action associative et militante, et beaucoup des choses dont on a parlé depuis tout à l'heure, entraves institutionnelles qui se déploient dans tous les secteurs de la vie associative, environnement, logement, santé, etc., partout sur le territoire, et dans des villes de gauche comme de droite. C'est un phénomène qui est parfaitement transpartisan, et je reviendrai peut-être en conclusion sur cette question. Alors, je pourrais aussi donner des exemples, là je voudrais aller assez vite pour qu'on ait quand même le temps de discuter. Alors, multiplication des entraves institutionnelles à la liberté associative, qui, à notre sens, est liée à plusieurs facteurs, je voudrais en citer au moins 2, et ça a déjà été évoqué. Un, des transformations législatives liées à l'extension du paradigme antiterroriste après 2015 et l'entrée dans le droit commun d'un certain nombre de mesures d'exception qui vont avoir des effets sur la gestion des contestations, des mobilisations et de la critique. Un renforcement de l'arsenal juridique répressif policier avec de nouvelles lois sécuritaires, ça a été dit, qui viennent restreindre le droit de manifester, la liberté d'expression. Donc ça, c'est un premier élément qu'on pourrait dire conjoncturel. Deuxième facteur que je voudrais souligner, peut-être à un niveau plus méta, c'est les transformations structurelles qui viennent un peu sous-tendre ou constituer un peu le soubassement de ces évolutions-là. C'est, on peut dire, des évolutions économiques et sociales qui permettent de comprendre ce qui nous arrive, pour le dire comme ça, l'émergence de ce que certains ont qualifié de néolibéralisme autoritaire, à savoir le retrait progressif, et c'est tout particulièrement le cas en Europe, d'un certain nombre d'enjeux économiques, sociaux, financiers de la délibération démocratique. On peut penser notamment à la politique monétaire à l'échelle européenne. Le cas grec est tout à fait emblématique de cela. Donc on a le retrait de la délibération démocratique d'un certain nombre d'enjeux, dans le même temps l'accroissement des inégalités et donc des formes de tensions sociales qui émergent et des formes de gouvernementalité qui, pour y répondre, qui prennent 2 formes principales, on peut dire, et je schématise ici, le recours croissant à des formes de démocratie participative, le grand débat, et dans le même temps la répression des mouvements sociaux, les gilets jaunes. Et c'est l'articulation, au fond, de ces 2 faces de la gouvernementalité contemporaine face à ce qu'on peut appeler une crise du consentement dans ce contexte de néolibéralisme autoritaire qui constitue un peu l'arrière-plan de ce qui nous arrive aujourd'hui. Anne-Sophie le disait, en fait, on a beaucoup insisté, à juste titre, en fait, sur la répression policière des mouvements sociaux, parce qu'elle est extrêmement choquante, mais il nous semble, au fond, qu'il est nécessaire d'avoir une perspective peut-être plus ample sur la répression de l'action collective dans la France contemporaine, pour le dire comme ça, et que la répression, ce n'est pas que la matraque. La répression, c'est aussi les coupes de subventions, les difficultés d'accéder à des locaux, les attaques sur la réputation des militants, les formes de disqualification qui les touchent, ou la criminalisation via des PV, des procès en diffamation, etc. Et donc que tout ça, au fond, de la matraque à la difficulté à accéder à des locaux, tout ça crée un continuum qui rend l'action collective, le militantisme et l'engagement plus compliqués. Donc ça, c'est un peu le panorama qu'on dressait dans le premier rapport qu'on sort, et on le sort en fait dans un contexte particulier, puisque au même moment quasiment, assassinat de Samuel Paty et focalisation très forte à ce moment-là sur les questions d'islamisme, de séparatisme, etc., et qui vont entraîner une réaction gouvernementale extrêmement rapide et qui vont mettre d'une certaine façon certains des enjeux sur lesquels on travaillait précédemment dans l'actualité, qui vont renforcer, moi je pense, l'acuité des constats qu'on faisait. Ça a été dit, on va assister à la dissolution rapide du CCIF sur des bases juridiques quand même extrêmement contestables, mais qui ont été validées par le Conseil d'État. De la même façon derrière, dissolution du collectif contre le racisme et l'islamophobie, et multiplication d'autres dissolutions administratives derrière.
certaines ayant été cassées par le Conseil d'État. Je pense par exemple au collectif Palestine vaincra, et des solutions qui vont être facilitées par le CER. Donc on a ce contexte-là dans lequel on commence un peu à travailler autour de cet enjeu des libertés associatives, si bien que ça va nous inciter, on va faire un deuxième rapport plus directement focalisé là-dessus, qui était de dire, bon, d'un côté, le phénomène est transsectoriel, touche tous les secteurs de la vie associative, il est systémique, pour le dire comme ça, et il dit des choses sur le rapport de l'État, des institutions et des collectivités au contre-pouvoir et à la critique qui émane de la société civile, mais quand même, certains sont peut-être plus ciblés que d'autres, tout particulièrement dans le contexte des débats parlementaires de la loi séparatiste, les associations de défense des droits des musulmans et de leurs alliés. Et donc là, on va mener une enquête justement au-delà du CCIF et du CRI, en fait, sur le traitement institutionnel de ce type d'associations-là, qui ne sont pas forcément des associations cultuelles, en fait, ou qui mettent la foi au centre de leur activité, mais qui simplement comptent un certain nombre de musulmans dans leur rang, qui sont souvent de petites associations de quartier, et qui, en fait, on va le voir, subissent des attaques institutionnelles assez dures dans les années qui précèdent la loi séparatisme, coupe de subventions, fermeture de locaux, refus de services civiques, fermeture arbitraire de comptes bancaires. Et ce qu'on va essayer de montrer dans le travail qu'on va mener avec l'Observatoire là-dessus, c'est que pour beaucoup de ces sanctions, et ça recoupe ce que tu disais au départ, Pierre, en fait, elles reposent sur des bases juridiques extrêmement fragiles, en mobilisant la laïcité qui ne s'impose pas en général aux associations, en mobilisant de façon extrêmement floue la notion de prosélytisme et en prétextant bien souvent des questions d'hygiène ou de sécurité, parce que précisément les institutions ont bien conscience que le droit n'est pas forcément de leur côté. Par ailleurs, ce qu'on montre, c'est que les bases factuelles sur lesquelles s'appuient ces sanctions institutionnelles contre ces petites associations de défense des droits des musulmans, ou simplement qui rassemblent pas mal de musulmans, en fait s'appuient sur bien souvent des rumeurs, en fait, et pas forcément, ne sont pas très étayées empiriquement, ce qui là aussi nous pose question d'un point de vue démocratique ou juridique. Dernier point là-dessus qu'on soulignait dans ce rapport, c'est ce qui recoupe ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il nous semblait que, y compris d'un point de vue d'antiterrorisme, au fond, puisque c'est ça qui les justifiait, elles pouvaient paraître relativement inefficaces, puisque étaient ciblées des associations qui n'ont rien à voir, en fait, où aucune association n'a été faite avec quelconque entreprise terroriste, et à l'inverse, il a plutôt été montré par les recherches en sciences sociales que la meilleure façon de prévenir la radicalisation, c'est plutôt d'assurer la défense des droits des citoyens et favoriser l'intégration sociale, y compris de nos concitoyens musulmans. Et donc c'était dans ce contexte-là qu'on a mené nos travaux, contexte qui va quand même changer assez radicalement avec le vote de la loi séparatisme, qui va offrir une assise juridique à des pratiques qui étaient jusque-là relativement paralégales, ou qui, du coup, avaient besoin de s'appuyer beaucoup sur l'hygiène, la sécurité, des prétextes qui n'étaient pas extrêmement solides et qui auraient pu donner lieu, ce qui était rarement le cas, à une contestation juridique. Et donc là, la loi séparatisme, donc votée il y a un peu plus d'un an maintenant, va quand même bouger un certain nombre de choses. Alors je ne suis pas sûr qu'on y gagne, mais je voudrais quand même évoquer quelques points. Donc deux éléments centraux, ça a été évoqué en termes de liberté d'association pour la loi séparatiste. La dissolution administrative qui a été facilitée et la création de ce contrat d'engagement républicain dont on a quelques exemples à ce jour. Néanmoins, peut-être, concernant le contrat d'engagement républicain, un des trucs qui nous a surpris au sein de l'Observatoire, c'est qu'il n'y ait pas plus de conflits qui se soient manifestés à ce jour. Il y a le cas d'Alternativa, il y a le cas de Chalon-sur-Saône que tu évoquais en introduction, qui a d'ailleurs été cassé par le Conseil d'État. Voilà, il y a eu un recours et le Conseil d'État a jugé que, au fond, la campagne de communication du planning familial n'était en rien contraire aux valeurs de la République, pour le dire comme ça. Il y a quelques cas qui sont en train de se manifester. Il y a la Ligue de l'enseignement avec la région Île-de-France, mais bon, globalement, ça reste modéré. On va voir ce que ça donne. La circulaire d'application du contrat d'engagement républicain qui précise un peu les choses est sortie cet après-midi. Donc j'ai quand même regardé un petit peu, ça fait 20 pages. Ça ne dit pas beaucoup de choses, mais ça précise notamment les modalités d'administration de la preuve, puisque des grands enjeux en fait, sur la mise en place de contrats d'engagement républicain, c'est
Sur quelle base on va pouvoir évaluer l'action des associations et considérer que ces actions ne sont pas conformes à ce contrat d'engagement républicain? Sur quelle base on va pouvoir administrer la preuve que l'ordre public ne serait pas respecté ou les valeurs de la République mises à mal par telle ou telle action associative? C'est pas, il n'y a rien de très neuf, me semble-t-il, dans la circulaire de cet après-midi, si ce n'est que pourra être mobilisé, moi ce qui m'a surpris, je ne suis pas juriste, à titre de preuve de ce point de vue-là, des articles de presse en fait, qui pourront être mobilisés pour justifier des manquements à un certain nombre d'engagements pris dans le cadre de ce contrat d'engagement républicain. Quand on sait la très grande variabilité du traitement médiatique de l'activité associative, si peut faire preuve un article pour manquement au CER, bon, à mon avis ça ouvre quand même, ça interroge en tout cas, mais là on est uniquement sur des bases qui n'ont pas encore été véritablement mises en œuvre. J'ai été un peu surpris, pour le reste ça reste à voir. Au-delà de la mise en œuvre concrète du CER, qui demeure à ce jour relativement modeste, moi ce qui me semble relativement préoccupant, c'est le message en fait qui est envoyé par les rares cas qu'on a à notre disposition à ce jour, et tout particulièrement le cas d'Alternativa. Et tu l'évoquais un peu implicitement en introduction, Emmanuel, c'est-à-dire que d'une certaine façon, il me semble que derrière le cas d'Alternativa à Poitiers, l'enjeu c'est au fond de faire exemple. Et si dans le cas de Poitiers, au fond, on peut considérer que la commune de Poitiers a les reins suffisamment solides d'un point de vue politique et potentiellement également juridique pour rester relativement droit dans ses bottes et pouvoir aller jusqu'au bout de la procédure éventuelle, qu'en sera-t-il de plus petites collectivités qui seraient confrontées au même type d'injonction? L'hypothèse qu'on peut faire, alors là on le verra dans les mois qui viennent, c'est que ça peut en fait entraîner des effets en cascade, plutôt d'autocensure de plus petites collectivités, de maires qui, pour éviter un conflit ou un rappel à l'ordre de la part de l'État et de la préfecture, va tout simplement se prémunir de financer telle ou telle formation à la désobéissance civile ou telle action qui pourrait peut-être, par hypothèse, être perçue comme contraire au CER. Ça a été souligné tout à l'heure combien ces éléments demeurent relativement flous, et donc ce flou peut être la base d'un usage extensif en fait de ce CER. Et bon, pour se prémunir de rappel à l'ordre de la part de l'État, les collectivités locales pourraient revoir assez fortement leur politique de soutien à l'activité associative. On voit bien, ce faisant, les conséquences que cela pourrait avoir. Au-delà du cadre stricto sensu du CER, les interprétations à géométrie variable pourraient avoir des conséquences en cascade, remettant, y compris, et tu l'as également évoqué, en cause un peu l'autonomie des collectivités locales de ce point de vue-là. Et c'était très clairement en fait l'objectif. Quand on regarde les débats parlementaires au moment de la loi séparatisme, il y avait cette volonté de la part de l'État d'une forme de reprise en main face aux risques qui ne sont pas là au bout très clairement étayés empiriquement, d'une forme de clientélisme communautaire qui pourrait exister chez certains élus locaux. Au fond, l'État serait le garant de l'intérêt général et des valeurs républicaines, et pour se prémunir de cela, la tutelle de l'État serait nécessaire. Je ne suis pas complètement convaincu de la vertu démocratique de ce principe. Alors pour finir, juste quelques éléments sur le que faire, quand bien même il n'y a pas de solution miracle, quelques pistes sur lesquelles nous on essaye de travailler. Premier point, c'est documenter ces pratiques, les visibiliser. Au fond, souvent, en fait, elles passent sous le radar, en paraissant relativement anecdotiques. Une coupe de sub, c'est pas hyper médiatique et bankable et très c'est pas facile de faire du buzz autour de ces questions-là, un refus d'accès à des locaux, etc. Et donc il y a un enjeu, moi je crois, à la fois de documentation de ces pratiques, d'analyse en fait assez systématique, et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'Observatoire, pour potentiellement créer de la scandalisation. C'est-à-dire de montrer que toutes ces petites pratiques qui peuvent paraître anecdotiques contribuent, mises bout à bout, à rendre plus coûteux l'action collective, et ce faisant à restreindre la sphère de l'engagement civique. Deuxième piste, c'est le recours au droit. Moi je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, Anne-Sophie, c'est qu'une des rares armes qui restent encore à disposition, c'est probablement le droit. On le voit, c'est évidemment à géométrie variable, mais bon, parfois le Conseil d'État, ça tombe du bon côté.
globalement, historiquement, moi c'est pas du tout ma spécialité, mais quand on regarde un peu les jurisprudences du Conseil d'État, c'est 9 fois sur 10, ils suivent quand même l'État et le gouvernement. C'est assez rare que ce ne soit pas le cas, mais il y a eu quelques décisions un peu surprenantes. J'ai évoqué le planning familial, il y a le collectif Palestine vaincra également. Au-delà de ces décisions peut-être les plus emblématiques, à un niveau plus ordinaire, le recours au droit peut être utile, et c'est rarement le cas. Voilà, nous, c'est aussi ce qu'on a constaté dans les enquêtes qu'on a pu mener, c'est que les assos et les militants n'ont pas forcément le réflexe de porter plainte ou d'entamer une action en justice, parce qu'ils pensent que ça sert à rien, que ça n'aboutira pas, et que c'est coûteux en temps, en énergie et potentiellement en moyens. Là, c'est une des pistes qu'on essaye d'explorer avec la Coalition pour les libertés associatives. On travaille notamment avec le syndicat des avocats de France en ce sens, et de créer une sorte d'accompagnement juridique, notamment des petites assos qui seraient engagées dans des conflits ou des situations un peu compliquées, notamment liées à la mise en place du contrat d'engagement républicain. Pour le dire simplement, une asso comme Alternatiba n'a pas besoin en fait de soutien, ils sont les reins là aussi suffisamment solides, mais plein de petites assos à l'inverse se retrouvent relativement prémunis face à ce contexte un peu nouveau. Et donc ce qu'on aimerait un peu à terme, mais il manque un peu de ressources, de moyens et de force pour cela, serait un peu de créer une sorte de syndicat des associations réprimées pour, au fond, faire nombre et rassembler les forces face à ce contexte quand même relativement compliqué. Troisième piste de ce point de vue-là, en lien avec ça, au-delà du recours au droit, c'est se coaliser. C'est l'idée que c'est en faisant nombre aussi qu'on pourra faire face à cela. C'est pour ça qu'on a essayé de constituer une coalition pour les libertés associatives. Alors moi, je ne vous cache pas qu'en tant qu'universitaire, qui n'avait pas forcément ce type d'expérience, à quel point j'ai été surpris de voir combien c'était compliqué en fait de faire travailler ensemble un certain nombre de structures associatives, et à quel point les concurrences, pas tant financières, mais aussi en termes d'ego, de précaré, etc. Chacune des structures voulant exister, chacune de leur côté, et par ailleurs, comme tu le disais tout à l'heure, ne faisant pas de l'enjeu des libertés associatives leur enjeu central. Voilà, c'est compliqué en fait de faire vivre des coalitions sur ces questions-là, mais on ne lâche pas l'affaire, donc on va continuer, parce que moi je reste convaincu que, notamment dans un contexte politique défavorable, c'est précisément en faisant nombre qu'on pourra peser, mais c'est plus complexe que je ne l'imaginais un peu naïvement. Et quatrième piste peut-être, et pour ne pas rester non plus dans une perspective qui est trop binaire, c'est créer aussi des alliances avec les institutions et les collectivités qui seraient prêtes à envisager des pistes un peu différentes. Il y a peut-être des formes de désobéissance civile dans la mise en œuvre du CER qui sont envisageables. D'une certaine façon, les réactions de la maire de Poitiers à l'affaire Alternatiba sont intéressantes en fait, et on voit que voilà, elle est restée relativement droite dans ses bottes, et voilà, donc là il y a des choses à imaginer. Nous, c'est aussi des choses sur lesquelles on veut travailler. Alors c'est pas complètement un hasard que ce soit dans ces collectivités-là, mais avec la ville de Grenoble, avec la ville de Lyon, il y a une volonté d'imaginer aussi plus largement un cadre institutionnel qui soit plus favorable à l'expression de l'interpellation associative, et de sortir de ce qui est parfois un peu le réflexe, y compris dans des collectivités de gauche, qui est de dire la meilleure façon de soutenir les assos, c'est de financer les copains. Et il y a un fonctionnement, y compris à gauche en fait, et y compris chez des gens qui sont hyper participatifs, hyper citoyennes, etc., qui est de dire nous, notre politique démocratique, c'est au fond de transformer le clientélisme en notre faveur, et de récompenser notamment ceux qui nous ont soutenus pendant les campagnes électorales précédentes. Bon, on mène une bataille culturelle d'une certaine façon de ce point de vue-là, en disant qu'il y a peut-être une autre façon d'envisager les relations association-institution plus vertueuses, et des règles du jeu à transformer, qui permettront peut-être demain d'être plus solides face aux attaques qui émaneraient d'autres niveaux institutionnels, et notamment de l'État. Je finis là-dessus avec l'idée que l'État et les institutions ne sont pas un bloc homogène, et qu'une des pistes de solutions pour riposter, c'est aussi de s'engouffrer dans les failles qui seraient éventuellement existantes à l'intérieur de l'appareil d'État. Voilà. Merci.